Bonjour et merci de votre fidélité à Débat des Presses, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina. Ce matin, 4 sujets de débat à cette émission. D'abord, cette audience accordée par le président du Faso au chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, Edi Komboibo, dit être allé parler des sujets majeurs avec Rochmar Christian Kaboré, notamment des questions liées à la réconciliation nationale et à la lutte contre le terrorisme. Que pensez donc de cette première rencontre officielle entre le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso et le chef de l'État burkinabé? On en parle donc ce matin. Ce matin également dans le débat de presse, l'organisation du baccalauréat qui va connaître quelques changements. C'est désormais le ministère en charge de l'Éducation nationale qui s'occupera de l'organisation en lieu et place du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'instant, nul ne connaît le contenu exact de la réforme, mais il n'en fallait pas plus pour déchaîner certains acteurs comme les élèves qui protestent contre cette future organisation. Une certaine rumeur veut qu'après l'obtention du baccalauréat, le nouveau bachelier passe un concours d'entrée à l'université. Mais aucun texte jusqu'à ce jour fixant les nouvelles modalités de l'organisation n'est disponible. Les élèves manifestent-ils une inquiétude légitime ou fondée? On en parle donc dans cette édition. Et dans cette émission également, la Côte d'Ivoire, qui est sous le choc après le décès de son premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne des suites de maladies. Cette disparition pose plusieurs questions en terre des Burni. Nous reviendrons sur ces questions à débat de presse. Et enfin, nous discutons du plébiscite du Sud-Africain Motsepe à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football, une élection qui suscite l'irritation des amateurs du football sur le continent. Pourquoi alors ce sentiment d'irritation? Le choix de Motsepe avec l'appui favorable de la FIFA pose-t-il problème? Et pourquoi il pose problème? On en parle donc avec nos invités. Nos invités, c'est Inoussa Ouedraogo, analyste politique, éditorialiste à Bendré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité, Albert Nagrego, directeur publication de Libre Info, éditorialiste et analyste politique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à ce débat, Dieudonné Zungrana, directeur publication de Aujourd'hui au Faso, analyste politique et éditorialiste. Bonjour Dieudonné. Et merci d'être là pour le débat. On attend d'un moment à l'autre Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Les Reporters, un journal donc d'investigation, et il sera là d'un moment à l'autre. Albert, on commence avec vous d'ailleurs pour le premier sujet, cette audience accordée par le président du Faso au chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso. Sitôt installé, Edi Komboibo a demandé à rencontrer Rochmar Christian Kaboré. Officiellement, il dit être allé parler de réconciliation nationale et de lutte contre le terrorisme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est une bonne action, c'est normal. C'est bien pour le président Kaboré également qui reçoit, on va dire immédiatement, son chef de file de l'opposition qui a été installé il n'y a pas très longtemps. Ça participe d'une bonne communication politique. Et ça montre également que le futur aussi est fait de dialogue et de concertation sur certaines questions qui peuvent régler la vie de la nation burkinabé. Maintenant, quand Edi Komboibo dit qu'il a été posé des problèmes clairs, des sujets majeurs, c'est aussi à se demander quelle est l'importance de ces sujets. Et naturellement, la réconciliation, tous les Burkinabés le savent déjà, et que c'est une question qui a commencé depuis la campagne dernière jusqu'à ce jour. Et on attend toujours de voir concrètement comment cette réconciliation va se matérialiser. Donc aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire. Peut-être ce qu'on ne dit pas aussi, il faut bien se dire que parler de réconciliation nationale aujourd'hui, c'est parler aussi du retour des exilés politiques, parce qu'on le sait tous que Edi Komboibo, le président du CDP, il tient également, parce que le président d'honneur du CDP, qui est toujours en exil, son retour fait partie du programme du CDP, et qu'il pense que pour une réconciliation nationale également, il faut faire appel à tous ces exilés politiques, notamment Assimi Kwanda, on se rappelle encore, Salif Lamoussa Kaboré également, et Fatou Diendéré, et il y a d'autres qui ne sont pas politiques, comme Alizeta Gando également, et il y en a encore beaucoup plus. Et donc,
naturellement que c'est des questions qui s'invitent à ce type de rencontre pour dire qu'il faut forcément les associer. Maintenant, pour le report des élections municipales, j'ai vu que la question a été posée, mais est-ce que ça peut changer quelque chose fondamentalement? Parce que le président du CDP, Edi Komboigo, estime que le projet de loi adopté en Conseil des ministres n'a pas été soumis à l'opposition et que l'opposition n'était pas installée encore officiellement. Donc, il faut renvoyer le dossier à l'opposition pour être examiné et donner une suite par rapport à ça. Est-ce que ça peut être autrement que le report? Je pense que ce report, c'est acté, mais bon, pour des questions de conciliation ou pour des questions de prise de compte d'avis, le gouvernement ne peut que le faire. Est-ce que le gouvernement va faire une marche arrière ou bien le gouvernement va continuer avec le processus? Mais il dit que le président Kaboré a donné un avis favorable. L'autre chose, maintenant, il faut envisager une troisième voie parce que avec la composition qu'on a vue dernièrement, majorité et opposition, il y a toujours des partis politiques qui ne se sont pas prononcés pour la majorité ni pour l'opposition et qui restent en dehors de ces deux cadres-là. Comment il faut prendre en compte ces partis politiques désormais dans le cadre du dialogue politique, parce que c'est aussi fondamental. On se souvient de cette affaire de l'ONA du procès Soma, et il y a des responsables ou des partis politiques qui jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas leur position. Si on prend un parti, ou du moins le mouvement Sens par exemple, on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont de la majorité ou s'ils sont de l'opposition. Quelle est la position par exemple de ce mouvement? Et il y en a d'autres encore. Il faut clarifier cette affaire parce que bientôt on va assister à des débats politiques, à des cas de discussion. Il faudrait que tous ces acteurs-là puissent être associés pour ne pas qu'à un moment donné on dise que c'est une minorité ou une partie qui décide à la place des autres. Oui, Dieudonné Zoungrana, le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, Edi Komboigo, qui va voir le président Roch Kaboré. Est-ce que ça rassure sur le plan du dialogue politique? Oui, c'est dans les mœurs républicaines que le chef de file aille voir le président de la République, le président du Faso, d'autant plus qu'il vient d'être installé. Et je pense même que dans les démocraties ancrées, régulièrement pour des prises de grandes décisions à envergure nationale, le chef de l'État est obligé pratiquement de consulter le chef de file de l'opposition qui, d'ailleurs, dans ces cas-là, a un shadow cabinet. Le chef de file a un gouvernement parallèle et dans les démocraties ancrées. Bon, on n'en est pas encore là, mais bon, c'est bon déjà qu'ils prennent langue, d'autant plus qu'on est actuellement sur des questions fondamentales telles que justement la question sécuritaire, la question de la réconciliation nationale. Donc, je pense que c'est de bon ton quand même que pouvoir et opposition prennent langue. Bon, maintenant, c'est vrai, je ne sais pas, bon, on ne connaît pas ce qui a été dit dans l'aparté entre les deux personnalités, mais à écouter en tout cas, il dit Komboigo, il dit qu'ils ont parlé de réconciliation nationale. Albert a égrené les choses. Mais je pense que, comme on le dit, la réconciliation, ce n'est pas que seulement le retour de ces quelques vingtaines de personnes. C'est vrai, ça compte, mais je pense que le ministre de la réconciliation nationale a égrené un peu tout le spectre qui englobe cette réconciliation nationale. Et sur ce plateau, plusieurs fois, je crois à 2 semaines, on l'a évoqué, et rien que les conflits communautaires là même font partie de cette réconciliation nationale. Donc il ne faut pas ramener ça à des on commence à avoir un contenu précis de cette question de réconciliation. C'est bien qu'il ait évoqué le retour vraiment des figures emblématiques, il a cité Blaise Compaoré, Yaïs au Canada, dont le parti a rejoint la majorité. On aura peut-être le temps de revenir quand le MPS rejoint la majorité. Moi ça m'est bon. C'est vrai qu'on comprend qu'ils veulent négocier le retour de Yiz. Mais le débat ne porte pas sur la majorité présidentielle, ni sur Yakuba Isaac Zida. Voilà, je vais dire que c'est normal que... Mais il faut aussi reconnaître que, par exemple, pour la réconciliation à certains aspects, je sais que, par exemple, le président du CDP, il était pour une justice transitionnelle. Ça a été toujours sa position. Je ne sais pas, est-ce que maintenant... Bon, ça a changé, est-ce que comment... Donc, c'est de bonne guerre qu'il se concerte avec le numéro 1 burkinabé pour harmoniser bon, les positions. Bon, maintenant, pour les autres aspects, on attendra de voir. Peut-être aussi qu'il a évoqué, je ne sais pas, Albert l'a dit, bon, cette course
des partis de l'opposition. Non, on ne peut pas ne pas parler de ça parce qu'on voit que ces derniers temps, il y a une course à la majorité, une ruée vers la majorité présidentielle. Bon, c'est normal hein, puisqu'il y a une loi qui dit qu'il faut clarifier ces positions. Mais est-ce que, bon, je ne sais pas, est-ce que vraiment, et certains qui vouaient le MPP aux gémonies. Hier, rapidement, je vois qu'ils ont rejoint le MPP. Je ne les condamne pas parce que la politique, c'est des compromis, c'est des arrangements, c'est des deals. Mais souvent, c'est quand même indécent. Bon, parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi du jour au lendemain. Donc, en fait, ce n'était pas des problèmes idéologiques, ce n'était pas des problèmes de programme. Parce que du jour, on vient de... Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 mois, l'élection a eu lieu. Et rapidement, vous rejoignez la majorité. Et certains vous dites... Non, attendez, je vais terminer. Vous dites de ne pas parler du MPF. Mais c'est qu'au lendemain même de l'élection du président, Isaac Zida, depuis le Canada, n'a pas voulu féliciter le président élu et c'est son digne représentant ici, le professeur Loada, qui allait présenter. Donc il y avait déjà une hiérarchie, c'est-à-dire le mentor du parti refuse de reconnaître l'élection du président et celui qui le représente dit bon, finalement dans ce parti-là, bon, qui donc il y a tout ça, il faut qu'on clarifie la situation et je crois que Eddy gagnerait justement à avoir vraiment aussi l'espace vraiment de son opposition qui est avec moi pour pouvoir vraiment, parce que bon, il est l'opposant numéro 1, il faut qu'il sache qui est avec lui pour pouvoir aussi jouer son rôle. Tout à fait, surtout que sur la question par exemple de la réconciliation, on a entendu la CODER qui avait qui est toujours en train de surfer. Oui, merci à vous Bourema Ouedraogo d'être là pour le débat. Il nous semble on vous donnera la parole parce qu'on vous voit sourire, vous n'êtes pas totalement d'accord avec votre voisin sur certains aspects, mais Bourema, votre réaction, il sourit donc il va avoir la parole tout de suite. Votre réaction par rapport à cette audience de chef de file de l'opposition politique burkinabé avec le chef de l'État. C'est une première rencontre officielle quand même. Oui, une première rencontre officielle. Je crois que c'est de l'ordre normal dans la courtoisie républicaine qu'après son installation en tant que chef de file de l'opposition, Eddy Kombouego cherche à voir le président pour lui soumettre quand même un certain nombre de préoccupations. Apparemment, il brûlait d'impatience de lui soumettre beaucoup de préoccupations parce qu'avant même son installation, il commençait à rejeter les reports des municipales, il commençait à avoir un certain discours sur la réconciliation nationale. Donc peut-être qu'il a fait tellement d'impatience qu'à peine installé, effectivement, il a été reçu pour qu'il dise sa lecture de ce qu'il pense de toutes ces questions d'enjeu national. Donc, dans la forme, effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit pour moi dans le cadre de la courtoisie républicaine. Maintenant, quant au fond, on a écouté Eddy à la sortie, effectivement, dire un certain nombre de choses, notamment autour du report des municipales, autour, effectivement, de la réconciliation nationale. Si la question de la réconciliation nationale, je crois que Eddy Kombouego fait vraiment fausse route depuis le début, parce qu'il cantonne la réconciliation nationale au seul retour des exilés politiques et de Blaise Compaoré. Ce n'est pas ça la préoccupation de la majorité des Burkinabés. Il est dans son bon droit de croire que pour lui, le plus important, c'est que Blaise revienne au Burkina Faso. Mais pour la majorité des Burkinabés, ce n'est certainement pas le cas. La preuve en est qu'il a bâti campagne avec, ça n'a fait que 15%. Donc, il doit effectivement, en tant que politique aussi... 15,48% et il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième avec 15%. C'est ce que ça représente, 15%, c'est loin de la majorité des Burkinabés. Et il faut effectivement qu'en tant que politique, l'intelligence politique voudrait qu'on adapte son discours aussi à un moment donné quand on sent que ça ne prend pas très bien. Et qu'on s'adapte à d'autres événements, à d'autres situations qui pourraient effectivement faire en sorte qu'on reconnaisse que on ne s'arc-boute pas autour d'une idée conçue, mais qu'on a cette flexibilité et cette intelligence d'apprécier les faits par rapport aux aspirations profondes des Burkinabés et du peuple de façon générale. On ne sent pas ça effectivement chez Eddy Kombouego. On a comme l'impression qu'il a une fixité sur quelque chose et ils font tête baissée derrière ça. Deuxième chose, c'est la question du report des municipales. Quand il dit effectivement ça n'a pas été soumis au... Je suis désolé, mais dans la démarche républicaine, rien n'oblige le gouvernement à soumettre un projet de loi ou une discussion à l'opposition avant de le transmettre au Conseil des ministres. Rien, absolument rien ne lui oblige. Maintenant, non, absolument rien ne lui oblige sur le plan des textes. Maintenant, effectivement, dans la courtoisie et dans le cadre du dialogue politique,
le gouvernement peut estimer effectivement qu'il est bon d'associer l'opposition, parce que l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Et l'opposition peut mener le débat s'il n'est pas d'accord à l'Assemblée nationale, et la majorité transférée. C'est ça l'ordre républicain. Et quand on est républicain, on doit s'accepter ça. Maintenant, si, comme on est dans un pays comme le Burkina Faso, où effectivement, il y a cette ouverture de dialogue politique. Dialogue politique d'ailleurs qui est contesté par une partie de la classe politique, tant dans sa forme que dans son fond. Donc il ne faut pas aussi qu'on fasse une fixité sur ce dialogue politique, parce que même ce dialogue politique-là, la question, il pose fondamentalement débat. Parce que est-ce qu'on a demandé à la société civile ce qu'ils pensent de ce dialogue? Est-ce qu'on a demandé aux coutumiers religieux et autres ce qu'ils pensent de ce dialogue? Est-ce qu'on peut débattre des questions politiques en excluant tous ces pans de la société? Tout ça aussi, c'est des réflexions profondes. Donc, l'opposition, aussi bien l'opposition que la majorité gagnerait à ne pas faire une fixité sur ce dialogue politique-là, parce que c'est un marché où, effectivement, les gens se rencontrent pour discuter de leurs intérêts. Et du reste, un marché pour ceux qui ont seulement intérêt qui discutent. Et ça, effectivement, c'est pas normal. Et souvent, quand ça coince, c'est l'autre côté qu'on appelle exactement à la rescousse. Voilà. Et justement, quand ça coince, on appelle ceux qui n'étaient pas là au moment où on signait les accords pour arbitrer. Donc, autant les associer dès le départ, parce que quand vous signez vos accords et puis après quelqu'un se fait rouler dans la farine, on revient vers ceux qui n'étaient pas là pour dire bon, on s'était entendu pour ça. La preuve en est qu'Edi a égratigné un peu les chefs de file de l'opposition sortante en disant que nous avons signé un accord pour aller aux élections, mais immédiatement après il allait à la majorité. Donc c'est une façon de dire que même les accords qu'on signe entre politiciens, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que ça manque de sincérité, ça manque aussi. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'éthique dans ces accords politiques. Oui, Albert, vous allez réagir, mais on va permettre à Inoussa qui s'impatiente, comme Edi, de pouvoir qui sourit et qui s'impatiente. Inoussa. Non, en fait, je ne vais pas revenir sur les propos de Dieudonné concernant le MPS, parce que ce n'est pas l'objet du sujet. Mais je pense, par rapport à la sortie de Edi Komboïgo, que dans la forme, j'ai observé qu'il n'était pas accompagné des autres figures de proue de l'opposition politique. Et moi, ça déjà, ça m'a tiqué. Est-ce que le CFOP, c'est Edi seul, ou est-ce que le CFOP, c'est Edi avec l'ensemble de tous ceux qui jusque-là, quand même, ont indiqué qu'ils appartenaient à l'opposition politique? Et ça, je n'ai pas aperçu ça. A contrario, j'ai vu, lorsque Zéphirin Diabré dirigeait le CFOP, que chaque fois qu'il discutait, en tout cas avec le président du Faso, il se faisait quand même accompagner par d'autres acteurs de l'opposition. Et ça, on ne l'a pas vu. C'est la première observation que je fais. La deuxième, dans la forme et dans le fond, il a abordé des questions d'enjeux pour le moment. Mais je n'ai pas vu d'autres questions qui touchent le quotidien des Burkinabés, qui sont quand même des questions essentielles. Je pense notamment à la question du foncier, qui est un débat posé aujourd'hui qui risque d'exploser à notre face. Bon, peut-être face à la presse, il a dû donner peut-être ce qui est vendable, mais peut-être derrière la scène, voilà, derrière la scène, il a dû, voilà, derrière la scène, c'est peut-être autre chose. C'est possible, mais pour moi, c'est une question fondamentale aussi qui touche au quotidien. C'est Inoussa qui a la parole sur le plateau. Et donc, de ce point de vue, je pense quand même que le chef de file de l'opposition n'a pas touché aux questions essentielles, à mon avis. La question de la réconciliation, c'est connu, ils en ont parlé, il y a un ministre en charge de la question, les grandes lignes ont été lancées. Je crois que le chef de file de l'opposition arrive pratiquement en retard sur ces questions-là, parce que le ministre en charge de la réconciliation a exposé les grandes lignes de sa vision de la réconciliation, et on voit effectivement que ça va à porte-à-faux avec ce que le chef de file d'opposition actuel pense, à savoir que, comme Bourema l'a résumé, la réconciliation se limite au retour de leurs anciens camarades. Ça va au-delà de ça et il faut qu'il accepte de l'intégrer. L'autre aspect concerne Edi Komboïgo lui-même, qui doit comprendre que le CFOP, ce n'est pas le CDP. Et le CFOP doit intégrer la majorité silencieuse. Il est devenu chef de file de l'opposition et au sein de la population burkinabé,
il y a une opposition qui n'est certes pas affiliée à un parti politique, mais qui s'attend à ce que les opposants politiques puissent prendre à bras le corps leurs problèmes et leurs préoccupations. Et ça, c'est fondamental qu'ils puissent l'intégrer. Oui, dans ce cas, sortez du bois, tous ceux qui veulent faire de la politique. On est en politique. Oui. Moi, je vais réagir sur deux choses que Bourem a dit, mais que Dieudonné également a dit. En fait, Bourem a dit pour les questions des élections, le report des élections municipales, si j'ai bien compris, que le chef de l'État n'est pas obligé de consulter l'opposition, c'est ça? Non, vous dites qu'aucun texte. Je dis qu'aucun texte n'oblige le gouvernement de soumettre un projet de loi à l'opposition avant que ça n'arrive au débat à l'Assemblée nationale. Voilà. Or, en fait, on a déjà adopté la question des élections municipales, on est déjà au stade d'un projet de loi adopté. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça je voulais dire. Il y a eu un mauvais départ parce qu'ils ont créé le dialogue politique depuis 2019 qui n'est pas régi par un texte reconnu officiellement. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de texte officiellement qui régit le dialogue politique entre la majorité et l'opposition. Ils ont continué avec ce dialogue jusqu'à aller aux élections présidentielles et législatives. Ils ont installé les députés. Le gouvernement, il est connu. On veut maintenant passer à une élection municipale. On fait fi de ce dialogue politique et on adopte un projet de loi qu'on va déposer à l'Assemblée nationale. La Constitution aussi est bien claire que sur des questions d'intérêt national, enjeu majeur, le chef de l'État peut consulter aussi l'opposition. Mais dans la vie d'une nation, une élection est quand même capitale, surtout pour une élection municipale, c'est des élections de proximité. Ça ne peut pas aller rapidement aussi simple comme si on devrait mettre en place un bureau politique ou désigner des trucs. C'est quand même très important et fondamental. Donc sur la question, je pense que l'opposition a raison de demander qu'il y ait concertation pour qu'on puisse maintenant ensemble opter pour le report ou pas. La deuxième chose, ça, c'est concernant, par exemple, ce que Dieudonné dit que la réconciliation va au-delà de politique. Moi, je dis, tout le reste n'est que saupoudrage. La vraie question de réconciliation ici entre les acteurs politiques, c'est le retour des exilés politiques. Si ça ne tient qu'au règlement des conflits communautaires, il y a des mécanismes plus faciles à régler sans tapage, sans bruit. On n'a pas besoin de venir régler les questions de conflits communautaires devant les caméras ici. Oui, vous aurez la parole, on permet à... C'est un crime, je ne sais pas, économique ou bien des questions foncières également. Il y a des mécanismes peut-être plus souples et pragmatiques pour régler ces questions-là que de faire des tapages médiatiques. La seule chose qui nous donne à voir ici aujourd'hui, c'est véritablement la question de ces exilés politiques-là. Et quand on va plus loin, il faut accepter que c'est la question principale. C'est la question centrale de cette question de réconciliation aujourd'hui. Vous allez écouter ceux qui sont partis. Mais en même temps, Bourema se pose la question, et certains aussi se posent la question de savoir sur peut-être la légitimité au sein de la population d'une telle posture. Est-ce que c'est la préoccupation de la majorité des Burkinabés? Est-ce que c'est pas... On l'a toujours dit ici, depuis le lendemain des élections, la question a été posée ici. Pourquoi Zéphirin Diabré n'a pas atteint peut-être les résultats qu'il s'attendait? On a dit ici que Zéphirin Diabré a beaucoup misé sa campagne sur la réconciliation. De même que Edi Komboigo a beaucoup misé sa campagne sur la réconciliation, qui n'est pas la principale question, mais le principal besoin des populations burkinabées aujourd'hui. Le besoin se trouve ailleurs. Maintenant... Non, il a égratigné Bourema. Bourema répond. Non, je n'ai pas fini. Il n'a pas fini. Moi, il y a une seule chose que je retiens dans cette affaire de réconciliation nationale-là. On l'a toujours dit, il ne faudrait pas que ça reste une affaire d'hommes politiques entre des acteurs politiques. Et jusqu'aujourd'hui, quand on parle, c'est le retour des exilés, c'est les acteurs politiques qui sont partis avec Blaise Compaoré le 31 octobre, et ceux qui ont été chassés d'une manière ou d'une autre du pouvoir se plaignent toujours parce qu'ils veulent des dédommagements, parce que les insurgés ont causé du tort à leurs biens privés ou physiques. Donc aujourd'hui, il faut accepter que le problème de la réconciliation, là, c'est beaucoup plus entre hommes politiques. D'accord. On a compris votre point de vue, Albert. Bourema réagit et ensuite, Dieudonné, vous avez la parole. Sur le report des élections. En fait, Albert, il faut qu'on se dise que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, les débats politiques se posent à un moment donné en termes de rapports de force. Aujourd'hui, au moment où ils instauraient le dialogue politique, peut-être que les rapports de force, le gouvernement avait besoin, effectivement, les rapports de force ne permettaient pas au gouvernement de passer en force. Et qu'il voulait négocier avec l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, il faut que l'opposition se prépare. Le rapport de force est totalement en sa défaveur et il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que les gens discutent avec elle à tout moment. Aujourd'hui, mais justement, il faut qu'elle comprenne un change de stratégie. Ce qui était acquis avec une opposition qui comptait une trentaine de députés avec des poids lourds comme Zéphirin Diabré et Edi Komboigo
autres ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une opposition réduite pratiquement à sa plus simple expression avec une vingtaine de députés. Cette opposition-là doit réapprendre autrement à se battre que de croire que ça va se passer comme ça s'est passé avant. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la réconciliation nationale. Je suis désolé, la réconciliation nationale ne peut pas être une affaire d'hommes politiques. Parce que c'est les hommes politiques qui nous ont conduits dans ce besoin de réconciliation nationale. Ils continueront toujours de saupoudrer pour nous maintenir dans cette situation. Si on veut régler définitivement les problèmes, et si besoin de réconciliation nationale il doit y avoir, les hommes politiques ne peuvent pas être les acteurs centraux. Ils doivent être des acteurs comme les autres et impliquer tous les autres acteurs. Mieux, si on ne règle pas les problèmes, quand tu dis les problèmes, là où il y a véritablement besoin de réconciliation, c'est justement au niveau des communautés. Si on peut les régler par des mécanismes non officiels, sans caméra, qu'on le fasse. L'essentiel, ce n'est pas de le faire devant les caméras. L'essentiel, c'est de le faire parce qu'effectivement, le problème, il est posé aujourd'hui. Quand on parle de stigmatisation des communautés, c'est un fait qui est là. Quand on parle de conflits communautaires à Yirgou, le fait est là. Donc, il faut que, si on les règle, même en dehors des caméras, on a réglé une bonne partie du besoin de réconciliation. Mais la question des hommes politiques là... Oui, Albert, vous n'avez pas la parole. Albert, si on reste sur la question des hommes politiques, moi j'ai bien peur que ce qu'on a vu en 2000, ou c'est en 2001 avec la journée du pardon, on va aboutir exactement à la même chose. Parce que ces acteurs politiques sont capables de taire à un moment donné les intérêts en fonction du moment, et après, les problèmes du pays sont toujours là. D'accord. Dieudonné, et puis on va passer au second sujet rapidement. Je m'inscris totalement en faux contre ce que... Parce que c'est dangereux pour nous, journalistes, si on ramène le problème de la réconciliation à un problème politique au retour de... Attention. Non, vous dites... Albert, vous n'avez pas la parole, je vous donnerai la... C'est ce qui est donné à voir. Oui, mais non, vous avez dit que la principale question, le principal problème de la réconciliation... C'est pas moi qui le ramène. Oui. J'ai dit c'est ce qui est donné à voir actuellement. Oui, Albert, vous aurez la parole. Nous, les journalistes, si on ramène ça à ça, c'est très dangereux. Parce qu'on a écouté le ministre de la Réconciliation, quand même, qui s'est imprégné de ces sujets. Prenez par exemple au Mali actuellement. Son homologue malien, il est allé la semaine passée aux choses, dans les falaises de Bandiagara pour discuter avec les Dogons. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre Dogon et Peul. Ici, si on ramène, bien sûr, le retour d'un Blaise Compaoré, ça va un peu dérider. Attendez, alors, acceptons ça. Le retour d'un Blaise Compaoré, ça va dérider une situation. Le retour de Salif Kaboré, le retour de Ali Zedgan. Encore qu'il y en a certains qui ont commencé à venir. Par exemple, l'ex-ministre de la Jeunesse, Justin Koutaba, est rentré. Il y a près de 2 semaines, il est là. Il est allé à Guilungu. Il est là. Il est là. Donc mais c'est comme non. Je veux dire que c'est dangereux quand même. Mais prenez par exemple le problème, par exemple, même de la chefferie coutumière. Quand vous prenez le problème de Fada, où il y a 2 chefs actuellement, mais il suffit d'une étincelle et Fada demain est en feu. Je touche du bois. Mais donc tout ça, c'est des problèmes. Et vous prenez, il y a d'autres petits villages comme ça, où il y a 2 chefs. Je finis. Où il y a 2 chefs. Et oui, à l'est, où il y a 2 chefs. Tout ça, non, je pense qu'il faut simplifier. Et nous, les journalistes, si on dit que les gens ramènent à ça, je ne suis pas sûr. Et même ça, je ne suis pas... Peut-être que Albert va préciser. Non, mais je finis. Mais je finis quand même. Non. Albert... Vous me coupez. Non, Albert... Avec la réconciliation. Non. Laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. Vous avez écouté, vous avez dit, mais je ne sais pas si j'ai bien entendu, donc vous avez dit que mais c'est un problème politique et tout cela. Et j'ai dit non, ça ne peut pas se ramener, que vous avez dit que mais les gens, et tout de suite vous avez nuancé en disant que c'est pas vous, que c'est les gens qui ramènent. Si les gens ramènent à ça, ces gens-là ont tout faux, parce qu'on ne peut pas... Non. Oui, Albert Nagrego, vous n'avez pas la parole. Albert, on va permettre à Dieudonné de préciser sa pensée en 1 minute. Si c'est ce qui est donné à voir, je pense que si c'est ce que les gens voient, nous les journalistes qui sommes quand même un peu des leaders d'opinion, nous devons dire si c'est ce qui est donné à voir, ce que les gens voient là, en tout cas ils voient flou.
Ils voient flou parce qu'on ne peut pas ramener le problème de la réconciliation à ce retour seulement des hommes politiques ou à un arrangement politique, parce que ce que j'ai cité, le problème des communautés, les problèmes intercommunautaires, le problème des chefferies, le problème de pâturage, tout ça, c'est des problèmes de reconnaissance qui sont là pendant... Tout en sachant également que le Burkina Faso indépendant existe depuis 1960. Et depuis 1960, il y a un certain nombre... En tout cas, nous devons réveiller les gens pour qu'ils voient, ils ne portent pas ces œillères-là, parce que quand c'est ce qu'on voit, c'est des œillères qu'on porte. Et 30 secondes, Albert, juste pour préciser... Je suis étonné de l'appréciation. Dieudonné fait de mes propos, mais je suis à la fois surpris parce que Dieudonné, aujourd'hui, la question de réconciliation devient un fourre-tout où il faut mettre tout dedans. C'est-à-dire que quand on parle de tel problème, il ne faut pas confondre la question de l'unité, la question du vivre ensemble ou de cohésion sociale avec la réconciliation aujourd'hui. La question de cohésion sociale, la question de cohésion sociale, avant que Zéphirine Diabré n'entre au gouvernement, il y a un ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale qui a été greffé il y a quelques années à ce ministère-là, pour prendre en compte déjà quelques préoccupations qui ne sont pas forcément liées aux préoccupations de la réconciliation. Donc moi je suis étonné aujourd'hui que vous utilisez le terme réconciliation pour mettre tout dedans et dire que non, il faut un problème à éleveurs et agriculteurs, un problème foncier. Quand vous parlez de problème chefferie, vous avez pris l'exemple de Fada. Est-ce que Zéphirine Diabré aujourd'hui est l'homme le mieux placé pour régler cette affaire? Même si je ne dis pas, mais avant la campagne, on a dit Zéphirine Diabré qui a choisi son mais c'est un problème de réconciliation nationale. Albert, vos 30 secondes sont épuisées. Moi, je veux dire, il faut éviter. Dieudonné, vous n'avez pas la parole. Albert, vos 30 secondes sont épuisées. De vouloir mettre tout dans la question de réconciliation. Oui, voilà, Bourema qui va trancher. Voilà, Dieudonné, vous permettez... C'est ce qui est donné à voir actuellement. C'est problème de chefferie, tout ça. Voilà, Dieudonné, vous n'avez pas la parole. Albert, vous n'avez pas la parole. Bourema... Albert, si la question de la réconciliation, on l'a même dit ici, et je l'avais déjà dit sur ce plateau, et je le répète, si c'est la question de est-ce que Zéphirine est la personne indiquée, moi, mon point de vue est clair, je l'ai dit dès le départ, il n'est pas l'homme indiqué, parce que si on veut conduire la réconciliation nationale, on n'a pas besoin de mettre un politique à la tête de ce département. Parce qu'effectivement, on a comme l'impression, et peut-être que tu as raison, que ce qui est donné à voir, c'est que les gens veulent régler leurs problèmes politiques entre eux, sous le vocable de la réconciliation nationale, mais au fond, tel que la réconciliation est menée, ça n'ira nulle part. Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce n'est pas la bonne démarche, ce n'est pas la démarche inclusive qu'il faut, ce n'est pas la démarche efficace qu'il faut. Moi, je pense que si on veut aller à la réconciliation nationale, il faut reposer le débat autrement. Comment, même si la question du dispositif, quel dispositif on met en place? Qu'est-ce qu'on met au cœur? Est-ce que on va aller vers... Même là, on ne s'entend même pas. Tantôt, on dit que c'est la justice transitionnelle qui va être mise en œuvre. Tantôt, on dit que c'est la justice classique. Parce que quand vous écoutez la CODER, elle est loin d'être la même longueur d'onde en termes de règlement des problèmes préalablement à la réconciliation nationale que le ministre... Voilà. Yatenga, récemment, qui a donné une position. Exactement. Donc, ça va dans tous les sens. Et quand on dit que Zéphirine a déjà fixé le contenu, moi, je ne pas encore... D'accord. On va certainement revenir sur ces questions dans les prochains débats, mais vous permettez qu'on aille rapidement au second sujet de débat. Inoussa Ouedraogo, c'est le gouvernement burkinabé par décret qui a chargé le ministère de l'Éducation nationale de l'organisation de l'examen du baccalauréat. Et il n'en fallait pas plus pour déchaîner certains acteurs comme les élèves qui ont commencé à manifester contre cette future organisation. Et pourtant, aucun texte ne fixe les modalités d'organisation du nouveau baccalauréat. Et on ne sait pas quel est le contenu de la réforme, on ne sait pas dans quel sens ça va aller, mais finalement, de quoi s'inquiètent les élèves? De l'absence d'information, justement. Et il n'y a pas que les élèves qui s'inquiètent, les parents d'élèves aussi s'inquiètent. Parce que c'est là aussi que le gouvernement pêche tous les jours. J'ai le sentiment qu'un beau matin, on s'est levé comme ça et puis paf, la nouvelle tombe. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur n'organisera plus le bac. C'est désormais le ministère en charge de l'éducation nationale. Pour moi, le problème ne se situe pas à ce niveau de qui organise et de qui n'organise pas, pourvu que ce soit bien organisé. Mais surtout, il faut que les acteurs et l'ensemble des acteurs soient au même niveau d'information. On ne peut pas, à ce stade-là, à quelques mois du bac, nous dire que désormais, l'organisation passe dans d'autres mains, sans expliquer comment ça se fera,
quels sont les enjeux autour, parce que les questions qui sont soulevées et par les élèves et par certains parents d'élèves, c'est quoi? C'est désormais, si le ministère en charge de l'éducation nationale organise le baccalauréat, ce qui signifie que l'université n'est pas directement impliquée, est-ce à dire qu'on passe effectivement un test ou un concours pour aller désormais à l'université? Quelles sont les conditions qui seront fixées par l'université désormais pour que les élèves puissent arriver à l'université? Est-ce qu'il n'y aura pas justement des politiques je ne dirais pas d'exclusion, mais en tout cas une sorte de contingentement. Mais déjà, il y a un communiqué du ministère qui rassure les élèves et les parents que rien ne changera dans les conditions d'accès aux universités. Avec certainement la nouvelle... c'est déjà bon à prendre. C'est déjà bon à prendre, mais à ce stade-là, il faut que le ministère s'explique. Il faut que le gouvernement s'explique. Mais on ne peut pas laisser les gens dans le flou comme ça, en disant que désormais, ça va être comme ça. Est-ce que les acteurs ont été impliqués en amont? Justement, il y a certains acteurs qui estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés auparavant dans Bourema. Et quand on regarde, Inoussa l'a dit, que le bac soit organisé par X ou Y, est-ce que ça enlève quelque chose? Des réformes peuvent enlever quelque chose à la qualité du diplôme qui est fait ou pas? Ou de quoi les élèves peuvent vraiment s'inquiéter? Ou quels sont peut-être les enjeux même de l'organisation du bac par le ministère de l'Éducation au lieu du ministère de l'Enseignement supérieur? Oui, mais il a dit c'est là où le gouvernement pêche un peu. Parce que, en fait, la question aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'éléments techniques pour apprécier, effectivement, si la réforme fait diminuer, en tout cas en termes de qualité, ou en tout cas crée plus de problèmes d'accès à l'université, ou bien même si la qualité du diplôme lui-même. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de fond, c'est plus une question de forme. Est-ce qu'on a suffisamment informé les acteurs si les enjeux justement de cette réforme-là? Parce que si le gouvernement le fait, c'est qu'il y a bien un enjeu quelque part. Mais c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? On est incapable de le dire parce que le gouvernement lui-même n'a pas communiqué si ces enjeux et si ce que ça apporte. Parce que si on fait une réforme, il faut que peut-être plus d'efficacité. Aujourd'hui, on n'a aucun élément technique. Il fallait créer les conditions pour que les experts, effectivement, les techniciens qui ont proposé cette réforme, puissent expliquer davantage à l'opinion, aux parents d'élèves, aux élèves eux-mêmes, aux enseignants, pour qu'on comprenne effectivement vers où on va. Parce que là, on a comme l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain, alors que ça ne peut pas être arrivé du jour au lendemain. Il y a tout un travail qui a été fait au préalable. Mais ce travail-là n'a pas été expliqué. Quand le ministre de la Communication a annoncé justement la réforme, il a dit effectivement que les deux ministres en charge de la question, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nationale, vont ultérieurement communiquer la question. C'est le contraire qu'il fallait faire. Il fallait que ces ministères-là communiquent avant, parce que c'est quand même une question sensible. Les gens, on se bat tous, c'est pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que ça prend effet à partir de cette année ou pas? Tout ça, on ne connaît rien de tout ça. Mais justement, c'est tout ça qui fait que ça donne l'impression qu'on s'est levé un matin et puis on a décidé que ça, on va le faire. Oui. Parce qu'on aurait dû nous dire, voilà le contenu de la réforme, voilà ce que ça va apporter de nouveau par rapport à l'ancien système, et voilà aussi les nouvelles contraintes. Et voilà aussi ce que ça va apporter aux bénéficiaires, notamment les élèves et les enseignants. Mais là, on ne voit vraiment rien pour pouvoir apprécier techniquement qu'est-ce que cette réforme-là apporte de plus par rapport à l'ancien système. Oui, Dieudonné, est-ce que ce n'est pas peut-être un ballon de sonde lancé par le gouvernement pour voir un peu la réaction des acteurs? Bon, malheureusement, je ne suis pas je ne participe pas au Conseil des ministres pour savoir vraiment si ça va. Je ne suis pas. Mais bon, je pense que on n'a pas encore vraiment l'essence même en tout cas de cette décision-là. Bon, nous avons entendu parler, le bac ne sera plus le premier diplôme universitaire, alors que le bac est organisé par les professeurs de lycée. Bon, l'office du bac aussi qui est là n'entend pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que quand on organise le bac, c'est les professeurs de lycée qui font même le bac blanc qui organisent. Seuls les présidents de jury sont des professeurs d'université. Bon,
si jamais c'était le cas, comment cela? Ça veut dire maintenant le premier diplôme universitaire, ça va être le 2-1 ou le 2-2 pour nous autres de l'ancienne génération, et peut-être maintenant le master 1 ou bien je ne sais pas. Licence, maîtrise, master, voilà. Mais pour nous, on a parlé de 2-1, 2-2, licence, maîtrise et puis bon, doctorat. Est-ce que ça va être ça? Il y a tout ça qui est flou. Bon, les raisons. Moi, je pense que si réellement c'est ça lieu, je pense que les raisons, c'est pour limiter, il semble que, même à notre époque, on parlait déjà de Chine populaire. Une sorte de contingentement. Voilà, contingentement qui ne dit pas son nom parce que maintenant, il n'y a même plus de facultés où c'est limité. Même en médecine, c'est devenu en première année, c'est pas possible. Il y a un nombre incroyable. Mais est-ce que ce contingentement-là n'est pas déjà même en cours? Quand on prend l'orientation des élèves, les nouveaux bacheliers, vous rentrez dans un logiciel, le logiciel, vous êtes à Bobo, le logiciel peut vous orienter dans une université à Manga. Est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens pour arrêter cette fournée-là? Parce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a près de 200 bacs étrangers, des gens qui sont venus avec des bacs étrangers pour s'inscrire, mais ces bacs-là sont litigieux. Bon, est-ce que c'est tout ça qu'on veut? Mais en tout cas, le problème, je pense que c'est parce qu'à l'université, c'est intenable. C'est intenable parce que maintenant même en faculté, dans beaucoup de facultés, on ne soutient plus. On présente un mémoire et vous avez la maîtrise. Or, avant, on soutenait devant un jury. Il y a encore certaines facultés où on fait. Mais donc tout ça, ça fait que peut-être qu'il faut, c'est un ballon d'essai, je ne sais pas. Mais il faut trouver le juste milieu. Et puis, est-ce que ça rentre en vigueur cette année? Bon, nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment les contours de cette décision-là. Donc, bon, on ne peut pas trop discuter là-dessus. Oui, Albert, très rapidement. Donc, pour vous, il y a nécessité que le gouvernement communique? Ça, c'est une évidence. Tout de suite. Depuis longtemps, on a toujours dit que le gouvernement souffrait. Là, tout de suite. Il y avait un problème de communication. Maintenant, quand vous parlez de ballon d'essai, au moment où on a déjà adopté un décret, est-ce qu'on va parler encore de ballon d'essai? C'est déjà adopté. Oui, le décret date du 1er février. Certainement que dans le journal officiel, peut-être que c'est déjà publié d'ailleurs, où les détails sont... maintenant, peut-être qu'il faut... qu'on y trouvera. qu'on voit les décrets. Donc, c'est adopté depuis le 1er février. Donc, maintenant, la pression peut amener les dirigeants à reculer dans l'adoption ou dans la mise en vigueur de les textes fixant les modalités d'organisation. Il y a une chose qui est là, c'est depuis l'organisation du bac, il y avait ce problème parce que c'est comme on le disait tout à l'heure, le président du jury vient de l'université de Ouagadougou, et pas Ouagadougou seulement, des professeurs d'université, mais les correcteurs restent des professeurs des lycées qui sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et comment dirais-je, des langues. Et des langues. La promotion alors que des les présidents du jury sont sous la tutelle du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Donc administrativement, ou bien comment le dire, il y avait déjà ce problème-là qui se posait. Le deuxième aspect, il faut regarder, est-ce qu'en organisant, en faisant ce truc, tout de suite, vous avez dit que le communiqué a dit que ça ne change pas les conditions pour intégrer l'université, mais peut-être que dans un futur proche, ils vont commencer, si ça passe, ils vont commencer à mettre des conditions également pour pouvoir aller à l'université. Parce qu'il faut se dire que la question de contingentement aujourd'hui est très centrale et majeure parce qu'il y a une grande population maintenant dans les universités et qu'il faut qu'on a du mal à régler même ces problèmes de chevauchement d'années. Mais à la fois aussi, on peut se poser la question, on ne peut pas mettre une telle réforme en application sans aussi voir ce qui se passe dans les pays voisins. Parce que si vous dites ici que le bac est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas le premier diplôme universitaire, alors qu'on est dans un espace communautaire. Si au Mali, c'est le premier diplôme universitaire, ou en Côte d'Ivoire, c'est le premier diplôme universitaire, ça veut dire que les Burkinabés qui auront le bac en Côte d'Ivoire ne seront pas traités sur le même pied d'égalité que ceux qui l'ont eu au Burkina ici. Donc, il faut tenir compte certainement de ces textes-là au niveau communautaire pour s'assurer que nous ne sommes pas en train de brimer peut-être des élèves ou burkinabés. Non, dans la zone UEMOA, par exemple, je crois que les accords, les gens sont dans cette dynamique. Il se trouve que, en réalité, l'accès, par exemple, aux universités, selon les accords des pays l'accès est conditionné juste pas forcément par le signateur du diplôme, mais la qualité de l'enseignement, puisque vous allez apporter les relevés de notes, vous allez apporter ce que vous avez pu faire et tout, pour pouvoir accéder pour l'inscription. Oui. Donc, c'est la qualité attestée du diplôme
qui est plus en valeur que le signateur. Parce que je suis persuadé que c'est une réforme qui ne peut pas sortir du cadre de l'espace communautaire. Parce que c'est quand même les mêmes trucs. Le LMD, par exemple, qui est toujours contesté par les quand même, étudiants. c'est quand même des réformes qui prennent en compte le CAMES, ou du moins qui prend en compte, ça, c'est qui prend en compte l'espace communautaire, notamment l'UEMOA. Donc, ça va m'étonner aujourd'hui que cette réforme-là sorte de ce cadre. Maintenant, c'est comme on l'a dit, le vrai problème, c'est la communication. Tout à fait. Qu'on nous explique. Maintenant, les parents d'élèves également, ou les syndicats, je ne peux pas comprendre aussi qu'un projet de loi, je ne sais pas si c'était un projet de loi ou une proposition. C'est un décret qui est adopté depuis le 1er février et maintenant on attend les textes fixant, voilà, ce que vous appelez les décrets d'application. Mais un décret, oui, ça veut dire que certainement que c'est passé également par, comment dirais-je, par les voies classiques qu'on connaît. Donc ça va m'étonner que les acteurs ne soient pas informés quand même, ne soient pas informés des questions préliminaires et puis aujourd'hui on l'apprend, sinon le monde universitaire ou le monde des enseignants aujourd'hui aurait déjà donné le ton. D'accord. En attendant certainement que le gouvernement communique davantage sur cette question Dieudonné, on va peut-être revenir sur un sujet quand même intéressant dans ce débat de presse. C'est la Côte d'Ivoire avec la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, une disparition qui a créé le choc quand même dans le pays, peut-être même dans la sous-région. Votre lecture de cette disparition et de ce que ça peut avoir comme enjeu sur la géopolitique nationale ivoirienne, mais aussi sous-régionale. Ça, c'est une vaste question. C'est vrai que c'est un séisme, mais comme on le dit, la grande faucheuse, rien n'est plus certain que la mort est plus incertain que le moment où elle survient, mais quand même la disparition du Premier ministre ivoirien, 8 mois après son prédécesseur, quand même, c'est un petit tsunami politique quand même en Côte d'Ivoire. On l'a répété, hein, il laisse un vide. Il laisse un vide parce que celui qu'on appelait affectueusement Ambak, quoi qu'on dise, je crois que sur ce plateau, bon, je me rappelle, c'est Albert et moi, on a eu vraiment beaucoup de... Il était, quoi qu'on dise, il était parvenu à se positionner maintenant comme un des successeurs de Ouattara. Parce que moi, j'avais dit à l'époque qu'il n'était pas dans les petits papiers de Ouattara. Je me rappelle, et Albert a dit oui, alors pourtant, mais je dois mettre de l'eau dans mon vin parce qu'effectivement, il est parvenu. Parce que c'est vrai que Gon Coulibaly, avec le recul, on voit que c'était quand même un homme d'État. C'était pas un homme populiste, il était froid, voire cassant, mais c'était un homme de dossier, effectivement. Il n'avait pas le même tempérament que Ambak, mais aujourd'hui, c'était Ambak et surtout le vide qu'il laisse. C'était quand même la passerelle entre le pouvoir et l'opposition. C'était le seul qui était, comme on dit, le go-between, qui faisait des va-et-vient entre l'opposition et le pouvoir pour vraiment renouer le fil du dialogue et tout ça. Ça c'est une grande personne. Ce genre de personnage-là, on n'en trouve pas. Je ne suis même pas sûr que Kakabé puisse faire qui est tout ministre de la réconciliation. On l'a vu cette semaine, le président Laurent Gbagbo qui reporte son retour au pays parce qu'il veut voir clair sur celui qui va être leur interlocuteur. Je ne suis pas sûr que Kakabé... Et on a vu même Ambak, quand il est allé à Paris, il a quand même pu voir Tidiane Thiam, dont le nom revient. Parce que son nom revient encore. Bon, donc, finalement, Albert, on avait tous les deux raisons. On a eu le nom de Tidiane Thiam. Ouais, ça revient. Et même Soro, parce que quand on voit... Bon, moi, quand je pense que ceux qui disent que... C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, on voit Photocopie qui est dans l'antichambre. Photocopie, c'est le surnom donné au frère Ouattara, le frère cadet le frère puiné de Ouattara, le frère cadet. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il est dans l'antichambre du pouvoir. Et quand aujourd'hui, si son frère veut céder le pouvoir, c'est à lui. Mais moi, j'ai toujours eu des appréhensions. Quand un pouvoir commence à se recroqueviller sur sa famille nucléaire ou sur les amis, c'est que ça ne va pas. Si vraiment... On en a vu au Sénégal, on en a vu au Burkina Faso. Quand un pouvoir commence à se replier, à se recroqueviller sur le frère, sur les amis, pour vraiment la dévolution du pouvoir, c'est très mauvais. C'est très mauvais et je pense que Ambak disparu, il faudra... Ça rebat les cartes, ça veut dire que
la succession de Ouattara est ouverte. Et ça me pose un problème parce que quand on regarde depuis Houphouët, non seulement tous les présidents, tous les successeurs de Houphouët ont tous eu des problèmes. Il y a tous eu des bangouans aux élections de ces gars-là. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il y a tous eu bangouans parce que avec Babo, lui-même il dit qu'il a été élu de façon calamiteuse en 2000. Avec Ouattara, en 2000, il a fallu les canons d'une coalition pour sortir Babo de son bunker, pour qu'il puisse rien. Et le troisième mandat, il l'a eu avec 82 Maccabées sur le carreau. Donc tous les présidents ont accédé au pouvoir vraiment de façon vraiment sanguinolente. Donc aujourd'hui, il faut quand même que Ouattara puisse vraiment passer le témoin là de façon pacifique. Sinon, finalement, on va croire que c'est une malédiction. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, quand on regarde, en tout cas dans l'entourage, c'est vrai que le RHDP a beaucoup de monde. Mais moi, je vois, il faut qu'il fasse rentrer les Soro, les Tidiane Thiam, tout le monde, pour vraiment... Parce que sinon... Je ne vois, comme je l'ai dit il y a 3 ans, l'après Ouattara, et là je pensais même qu'il allait quitter le pouvoir après, voilà. Moi j'avais dit lors d'un panel que c'est possible qu'il puisse quitter avant la fin de son... Et aujourd'hui c'est encore plus d'actualité. Donc Bourema, on y est déjà dans l'enfer d'après Ouattara. L'enfer. C'est la malédiction du 3e mandat qui continue, parce que en fait Ouattara a pris les 2 dernières années de son deuxième mandat qui devait être le dernier pour écarter ceux qui auraient pu effectivement assurer une succession au terme de son 2e mandat avec, en tout cas dans la stabilité. À commencer par son vice-président Daniel Kablan-Dankan qui a cru jusqu'au bout qu'il allait être le candidat. Ensuite Soro qui a cru aussi en ses chances, il a été écarté. La Providence l'a aidé à écarter Amadou Gon Coulibaly parce que tout porte à croire que Ouattara n'a pas été honnête avec les Ivoiriens quand il dit qu'en fait il a été contraint au 3e mandat. Moi je pense qu'il n'a pas été contraint et tout ça, ça faisait procéder de ses calculs. Maintenant, est-ce que même Gon Coulibaly, la mort de Gon Coulibaly, on ne va pas revenir les mots, on ne va pas revenir en arrière. Mais avec le recul, beaucoup de gens d'analystes commencent à suspecter Ouattara d'avoir exprès. Parce que son état de santé ne lui permettait pas de supporter la charge de travail qu'on lui a confiée, encore moins être chef de l'État. Donc, mais ça, c'est de l'ordre du débat. Toujours est-il que, effectivement, Gon Coulibaly n'a pas été écarté par des stratégies politiques, mais il est parti. Aujourd'hui, on pensait qu'après Gon Coulibaly, l'autre successeur désigné, c'était Ahmed Bakayoko. Il s'en va. On est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait tant mourir les successeurs désignés? Ou en tout cas, les successeurs désignés de Ouattara. Est-ce le fauteuil de la primature qui est maudit? Ou bien, effectivement, il y a une stratégie qui consiste effectivement à propulser ceux qui pourraient être des successeurs potentiels et de les faire partie? On n'en sait rien. Toujours est-il que même le cas de Ambak, il y a beaucoup, dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens, il n'est pas mort de mort naturelle. Peu de gens croient à son cancer. La preuve en est que dans celui on parle d'un cancer fulgurant. Un cancer fulgurant. Qu'est-ce qu'un cancer fulgurant? Qu'est-ce qu'un cancer fulgurant? On attend que les spécialistes de santé viennent nous expliquer parce que moi c'est... Et peut-être même aujourd'hui des gens exigent une autopsie. Oui, les gens exigent une autopsie. Donc il y a tout un problème. Voilà. Maintenant, si le plan politique, qu'est-ce que le départ de Ambak va poser comme problème? Effectivement, on le saura parce que c'est là où Ouattara va devoir sortir du bois maintenant. Et ce qu'il fera par la suite, à la suite de la mort de Ouattara, indiquera effectivement si oui la mort ou non, de Bakayoko. La mort de Bakayoko indiquera si oui ou non il y avait toute une stratégie d'élimination de ces succès qui avait été programmée pour permettre, parce que pour d'autres, il s'agissait effectivement d'éliminer ceux qui pouvaient l'être sans que ça pose problème, pour faire place à son frère cadet, Téné Birahima Ouattara. Maintenant, on n'en sait rien. Toujours est-il que lui aussi, il est dans l'antichambre du pouvoir, comme le dit Dieudonné. Après Gon Coulibaly et Ambak, il date de venir aujourd'hui après Ouattara, le personnage politique qui compte le plus en Côte d'Ivoire. Indépendamment de son poste qu'il occupe, il est aujourd'hui le personnage politique qui compte le plus dans le régime après son grand frère. Donc du coup, effectivement,
Ouattara est numéro 2, son petit frère numéro 1, son petit frère est numéro 2. Est-ce qu'on va arriver à une sorte de situation où le numéro 1 va céder la place au numéro 2? Le numéro 2 va éliminer le numéro 1. Le numéro 2 va éliminer le numéro 1, on n'en sait rien aussi. Parce que quand tu vois le palais aussi, l'autre aspect qu'on dit, quand tu vois le palais qui est en train de pousser à Abidjan, le palais présidentiel qui est en train de pousser, en tout cas de sortir à Abidjan, on se rend compte qu'on ne construit pas ce palais-là pour le céder à quelqu'un. Oui, Albert. Non, mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est que on pourrait dire qu'Alassane est déstabilisé totalement parce que pour succéder à Ahmed Bakayoko, il lui faut trouver quelqu'un capable de faire la réconciliation comme on l'avait vu. Il lui faut trouver un confident parce qu'il n'en a plus. C'était Amadou Gon Coulibaly, c'était Ahmed Bakayoko, où il fait des confidences au-delà de ce qu'il les lie en tant qu'administrateur ou en tant que collaborateur. Mais à la fois aussi, il faut trouver un homme de confiance parce que l'armée ivoirienne aujourd'hui n'est pas forcément à un niveau où on peut faire confiance pour dire que tout est rose. Parce que quand vous regardez, à un moment donné de la sécurité, Ahmed Bakayoko vient prendre le ministère de la Défense en tant que ministre d'État où ça grognait beaucoup dans les casernes. Et même pour arriver à ces élections... Mais il a pu quand même calmer un peu cette grogne-là. Mais justement, il a fallu un homme comme Ahmed Bakayoko pour y arriver. Et même quand on était à quelques mois de la présidentielle, les déclarations de Guillaume Soro un peu partout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faut un homme comme Ahmed Bakayoko également pour maîtriser ces gens. Et un autre pilier de l'armée qui est parti aussi, peut-être c'est Ouattara qu'il ne faut pas négliger d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'armée entre les mains de Tiéné Birama, ce n'est pas évident qu'il peut jouer le rôle. Et même je parierais, même je dirais, même un dixième même de ce que Ahmed Bakayoko faisait parce que sous nos tropiques, l'armée reste encore une question très sensible. On l'a vu au Burkina ici depuis la crise de 2011. Elle est restée entre les mains de Blaise Compaoré, de Michel Kafando, de Roch Kaboré avant d'être cédée à Jean-Claude Bouda. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est annexée par les questions de terrorisme encore. Il faut un homme fort à la tête de cette armée. Et on voit plus loin, Daniel Kablan-Duncan, vous l'avez dit, depuis qu'il a quitté le poste de vice-président, il n'y a toujours pas de vice-président à ce poste. Alors que c'est quand même l'un des éléments clés des réformes constitutionnelles et qu'on ne peut pas comprendre qu'un poste de vice-président en Côte d'Ivoire reste vacant des mois et des mois. Alors, comment ça va se passer? Voilà, bientôt un an. Comment ça va se passer? Ça veut dire que du point de vue des institutions, il y a déjà un problème à pouvoir retrouver des remplaçants même pour combler les institutions. Maintenant, on peut aller plus loin, on peut taiser sur le cas de Tiéné Birama qui revient à la présidence, qui est bombardé désormais ministre par intérim de la Défense. On confie Patrick Hachi également à la ministre par intérim au Premier ministère, qui certainement va être confirmé, même si Dieudonné tient toujours à Tidiane Thiam. Non, je dis son nom revient. Oui, mais il ne faut pas oublier que dernièrement, le Tidiane Thiam s'éloigne de plus en plus de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a vu qu'il avait pris une position au lendemain de la déclaration. La candidature d'Alassane Ouattara, mais on le voit de plus en plus qui s'éloigne parce qu'il est en train d'offrir ses services encore à des institutions financières beaucoup plus à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, c'est véritablement un casse-tête chinois pour le président ivoirien aujourd'hui de reconstituer sa gouvernance, son gouvernement et même un véritable développement pour la Côte d'Ivoire avec ce qui arrive. Inoussa, un vide dans le paysage politique ivoirien avec cette disparition de Hambak. Si, mais aussi un vide dans les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Parce que Hambak aussi constituait un pont entre ces deux pays-là. Il connaissait bien le Burkina, il connaissait les acteurs politiques et il pouvait donc jouer un rôle majeur dans le rapprochement de ces deux pays-là quand on sait que depuis le départ de Blaise Compaoré, quand même il y avait des difficultés entre ces deux pays-là et Hambak, semble-t-il, constituait un grand pont. Au-delà de ça, c'est que le modèle politique qu'est Hambak doit inspirer nos leaders politiques aussi. Il nous est revenu que c'est l'artiste Tikendia qui a fait le témoignage. Oui. Il indiquait que même les femmes du marché d'Abobo avaient le numéro de Hambak. Ils pouvaient le joindre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Assez souvent, sous nos tropiques, les hommes politiques se bunkérisent lorsqu'ils montent au sommet. Et ça, c'est très dommage. Hambak a montré qu'il était à la fois proche des grands de ce monde,
mais en même temps très proche aussi des populations. Il côtoie les cimes tout en restant à terre. C'est quelque chose de très fondamental aussi qu'il faut retenir. C'était un homme pragmatique et qui se fichait pas mal certains scories, protocoles donnés. Ce n'était pas son problème. Et ça, moi, je pense que ça doit inspirer nos hommes politiques. Mais j'espère qu'au-delà de tout, les Ivoiriens sauront surmonter cette difficulté-là, parce qu'au-delà du décès de Hambak, au-delà des accusations qu'on peut porter à tel ou tel camp, c'est la Côte d'Ivoire qui prend un coup. Et depuis plusieurs années, il y a cette sorte d'instabilité qui les guette. Et jusque-là, ils ont réussi à recoller les morceaux. Et j'espère vraiment que cette mort de Hambak-là va faire en sorte qu'une sorte de catharsis, que les Ivoiriens puissent définitivement se retrouver pour résoudre les questions fondamentales, pour ne pas que ce pays sombre à nouveau, parce que quand la Côte d'Ivoire tousse, c'est le Burkina qui en ressent les douleurs. Oui. Juste en 30 secondes, parce qu'ils ne sont plus par le temps. On peut dire que c'est le dénouement, quoi qu'on dise, parce que c'est toujours la succession de Ouattara qui est ici en jeu. C'est le dénouement d'un affrontement feutré mais féroce qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire et qui augure des lendemains difficiles pour ce pays-là. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, Ouattara, il est à plaindre, peut-être, mais aujourd'hui, sa succession pose problème. Parce qu'au finish, c'est le problème de sa succession qui est remis sur la table et c'est vraiment, je ne vois pas, en tout cas, c'est assez corsé et nul ne sait de quoi vraiment les lendemains politiques de la Côte d'Ivoire seront faits. Voilà, on va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche. Dommage qu'on n'aura pas le temps d'aborder le quatrième sujet, notamment le choix ou le plébiscite de Motsepe à la tête de la CAF, une élection sans suspense, mais ce n'est que partie remise. On y reviendra certainement dans les prochaines éditions de débat de presse. C'était là pour débat de presse de ce matin. Ilousa Ouedraogo de Bendré, Bourema Ouedraogo de Reporter, Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Albert Nagrego de Libre Info. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.